tous, bienvenue à cette conférence, donc des astuces et méthodes de travail pour découvrir comment ne pas échouer dans ses études. Alors pour commencer, je vais me présenter assez rapidement. Donc j'ai obtenu mon baccalauréat en 2005. J'étais alors dans le centre de la France. Je suis ensuite parti à Tahiti, en Polynésie française, passer ma licence de mathématiques que j'ai obtenue en 2009. Je suis revenu en France, donc à Grenoble, à l'UJF, où j'ai passé donc mon master enseignement des mathématiques, dans l'optique de passer le CAPES de mathématiques que j'ai obtenu l'an dernier, en juin 2012. Et donc depuis septembre 2012, je suis professeur de mathématiques. Donc voilà pour la rapide présentation. Donc aujourd'hui, au niveau du plan. Donc on va commencer par une première partie, donc se fixer des objectifs et ainsi atteindre ses buts. Dans une deuxième partie, on ne devient pas footballeur professionnel en regardant des matchs à la télévision. Dans une troisième partie, donc des choses plus concrètes avec des méthodes pour être plus efficace dans vos études. Et enfin une partie échange, questions-réponses. Donc la première partie, se fixer des objectifs et ainsi atteindre ses buts. Alors il y a une chose qui me semble importante, c'est d'être capable, lorsque l'on est étudiant, lorsque l'on arrive à l'université, de pouvoir répondre à toutes ces questions. Savoir pourquoi, en fin de compte, est-ce qu'on est là. Donc en gros, savez-vous ce que vous ferez l'an prochain? Pourquoi est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous êtes au clair sur votre projet professionnel? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez faire plus tard? Et en fin de compte, est-ce que vous savez à quoi cela vous sert de venir et de vous lever tous les matins pour venir à l'université? Donc, dans les études comme dans la vie, nous avons tous des objectifs que nous nous fixons. Et en fin de compte, c'est cela qui nous fait avancer dans la vie. Donc en fin de compte, dans les études, c'est un petit peu la même chose. Alors par rapport à ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui avait un intérêt en fait pour la course à pied. Alors moi personnellement, la course à pied, ça ne m'intéressait pas vraiment et j'y voyais que très peu d'intérêt. Mais en fin de compte, cette personne, j'ai discuté un petit peu avec elle et elle a commencé à m'expliquer qu'elle s'était fixée en fait comme objectif de courir 1 heure tous les matins. Alors, je trouvais ça personnellement assez impressionnant, moi qui ne courais pas du tout. Et en fait, elle me raconta qu'elle voulait être prête le jour J. Et en fin de compte, cette personne-là, elle préparait le marathon de New York. Donc en fin de compte, cette personne, elle avait un objectif à atteindre et elle savait pourquoi tous les matins, elle se levait pour aller courir. Donc il y a vraiment quelque chose d'important ici parce que pour les études, c'est exactement la même chose. Pour avancer dans la bonne direction, pour réussir, vous devez au départ vous fixer des objectifs et en fin de compte, pour avoir un but à atteindre. Donc, dans vos études, vous pouvez vous fixer différents objectifs. Comme par exemple, lire un livre par mois. Des objectifs simples en fin de compte. Mais arriver à les atteindre, c'est peut-être plus compliqué. Apprendre à lire plus rapidement. On pourra retrouver régulièrement sur Internet des méthodes de lecture rapide, de lecture plus efficaces. Aller visiter un musée pour avoir une ouverture culturelle. Se dire qu'au prochain partiel, je vais essayer d'obtenir une note supérieure à 15. Dit comme ça peut paraître très simple, mais en fin de compte, c'est un objectif qu'on se fixe. Et en général, on est assez content quand on arrive à obtenir ce qu'on a souhaité. Se coucher plus tôt le soir. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent paraître simples, mais en fin de compte, avoir une hygiène de vie saine et avoir un sommeil réparateur peut être efficace dans la vie de tous les jours, comme pour nos études. Essayez d'être plus attentif en cours. Tiens, d'ici la semaine prochaine, je vais essayer d'éviter de bavarder avec mes camarades et je vais faire en sorte d'être plus attentif en cours. Ou encore voyager dans un pays anglophone si on désire améliorer notre niveau dans une langue particulière. Donc pour ce qui est des buts à atteindre, nous pouvons les classer en 3 catégories. Donc pour commencer, les buts à court terme. Donc par exemple, réussir son semestre, terminer premier de sa promotion, ou encore obtenir un certificat attestant d'un bon niveau en langue. Au niveau des buts à moyen terme, donc ici on peut par exemple avoir réussir son année universitaire, ou encore devenir bilingue.
Et enfin, dans les buts à long terme pour un étudiant, à l'entrée à l'université, on peut avoir le fait d'obtenir sa licence, de passer un concours d'une grande école à l'issue, de passer un concours de la fonction publique, ou encore d'avoir un métier dans lequel on est épanoui. Tout ceci seront bien évidemment des buts à atteindre qui permettront d'avoir plus de motivation et de savoir pourquoi, en fin de compte, est-ce qu'on est là tous les matins à l'université. Donc, à partir de là, si on prend en compte tout ce que je viens de dire, on peut considérer qu'un étudiant est au clair a priori sur ce qu'il veut faire plus tard. Donc, à partir de là, vous savez pourquoi est-ce que vous vous levez tous les matins pour venir à l'université. Donc, vous allez dorénavant vous fixer des objectifs et des buts à atteindre. Parce qu'encore une fois, et ça je le répète souvent, le meilleur des conseils ne vaut rien du tout s'il n'est pas mis en application, s'il n'est pas réalisé. Donc, par rapport à ça, pour clarifier les choses et pour faire les choses simplement et concrètement, je vous encourage vivement à prendre tout simplement une feuille de papier et à être au clair avec tout ce que je viens de dire et à vous fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Des objectifs qui vous permettront de voir si vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Donc voilà pour cette première partie. On va donc passer à la deuxième partie. Donc on ne devient pas footballeur professionnel en regardant des matchs à la télévision. Alors, deuxième petite histoire par rapport à ça. Lorsque j'étais étudiant en deuxième année, je me rappelle d'un camarade qui, en sortant d'un partiel, avait l'air dépité. Pour ma part, le partiel s'était relativement bien passé. Donc je m'approche de lui, puis je commence un petit peu à discuter avec lui du partiel, et puis je lui demande s'il sait, en fin de compte, pourquoi est-ce que ça s'est mal passé. Ce qui est intéressant quand quelque chose se passe mal dans les études pour un partiel, soit ça s'est mal passé. Maintenant, ça serait bien de savoir pourquoi est-ce que ça s'est mal passé pour éviter que ça se reproduise. Il me dit que non. Il ne comprend pas. Il me dit que pourtant, il est venu à toutes les séances de travaux dirigés. Il a relu toutes les corrections des exercices. Il avait ces exercices qui avaient été faits en TD, qui avaient été faits par le professeur en question. Et il avait appris son cours correctement. Bon. Le fait qu'il soit venu à toutes les séances de TD, moi personnellement, je m'en rappelle bien, puisqu'il faisait partie d'un petit groupe d'étudiants qui ne faisaient que discuter pendant ces séances, et dès que le professeur corrigeait l'exercice, il s'empressait de prendre la correction. Il y avait en fait un problème par rapport à ça. C'est bien d'avoir la correction des exercices qu'on peut faire en séance de TD, mais si on ne s'est pas entraîné à faire ces exercices, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, voilà pourquoi le titre de cette deuxième partie, on ne devient pas footballeur professionnel en regardant des matchs à la télévision, et on ne devient pas un étudiant qui peut obtenir des bonnes notes à un partiel si on ne fait que regarder la correction et apprendre ses cours. L'idée ici, ça va être de l'entraînement. Réussir dans les études, ça demande de l'entraînement. Donc, réussir dans les études, ça demande de l'entraînement, comme au sport, comme dans n'importe quel sport. Donc on va prendre l'exemple, par exemple, d'un célèbre footballeur, Zlatan Ibrahimovic. Cette personne-là, elle ne s'est pas levée un matin en se disant « Tiens, je vais me mettre au foot et je vais ainsi devenir le meilleur joueur actuel, un des meilleurs joueurs. » Non. Il s'entraîne régulièrement. Et quelque chose de très important sur lequel je vais revenir, il n'a pas peur d'échouer. Combien de tirs a-t-il dû faire en séance d'entraînement avant d'en arriver là? Alors, à mon avis, il a dû en faire un certain nombre, ça c'est évident. Et tout cela pour pouvoir aujourd'hui être à l'aise sur un terrain de football et ainsi savoir quoi faire lorsqu'il se retrouve face aux cages de l'équipe adverse. Et bien, pour les étudiants, c'est exactement la même chose.
savoir quoi faire à un certain moment. Ça demande de l'entraînement. Donc, vos séances de TD doivent vous servir à la même chose. Vous devez vous entraîner. Vous devez essayer, échouer, réessayer, recommencer, demander conseil à vos professeurs, réfléchir, vous entraîner à nouveau pour enfin comprendre comment vous comporter, comment faire face à tel ou tel type d'exercice et de questions. C'est quelque chose de très important, l'entraînement. On connaît l'entraînement sportif, mais l'entraînement intellectuel, c'est exactement la même chose. On ne peut pas espérer réussir à un partiel si on ne s'est pas entraîné en séance de TD ou chez soi sur des exercices types, des exercices qu'on aura pu demander à notre professeur ou qu'on aura pu retrouver sur Internet, n'importe où, peu importe le type d'exercice. L'entraînement est ici primordial. Et il y a quelque chose de très important, propre à tous les étudiants, c'est la peur de l'échec. Non, j'ai pas envie d'essayer, j'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur de ne pas y arriver. Ah oui, mais il faut se lancer, il faut essayer. En essayant de faire un exercice, on va pouvoir voir là où ça nous pose problème et là où ça pose problème en général. Donc, on essaye, on échoue, mais c'est pas grave. Donc, je vais reprendre une citation de Henry Ford qui dit « L'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. » Donc, on se met au travail, on essaye, on tente, on n'y arrive pas, mais au moins si on recommence, on y arrivera mieux. L'entraînement intellectuel est comparable à l'entraînement physique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous devez apprendre à réfléchir et à comprendre ce que l'on vous enseigne à l'université. Vous n'êtes plus au lycée, où l'on vous demandait souvent d'appliquer des recettes de cuisine toutes faites sans réellement comprendre les tenants et les aboutissants. Ici, vous êtes là pour apprendre le fond des choses, vous êtes là pour apprendre comment cela fonctionne. L'idée générale, pour regrouper sciences, lettres, langues, l'idée générale dans vos études supérieures, c'est de comprendre le monde qui nous entoure, de comprendre ce que l'on vous enseigne et d'arrêter de vouloir uniquement apprendre. Comprendre est aussi important que d'apprendre. Donc, après tout ça, nous allons passer à la troisième partie, donc des méthodes simples pour être plus efficaces dans vos études. Alors, dans cette partie-là, on va voir des choses concrètes, des choses qu'on peut appliquer dès demain en cours et des choses qui, je l'espère, vous seront bénéfiques. Alors, c'est des choses, en règle générale, qui vont être élémentaires. Je vais rappeler des choses pour certains, mais en tout cas, c'est des choses que vous devez appliquer dès demain. Donc, pour commencer, pour certains, beaucoup de choses paraîtront trop évidentes. Être attentif. Tu restes attentif pendant une séance de cours ou de TD et tu n'écoutes que ton professeur. L'effort que tu vas avoir ici, ça va être de ne pas parler, de ne pas bavarder avec tes camarades et tu es en cours, tu ne penses qu'au cours. Pendant un cours, il est indispensable de bien comprendre de quoi l'on parle et surtout, ça fonctionne dans toutes les matières, de comprendre pourquoi l'on a été amené à parler de ça. En règle générale, les professeurs ne s'amusent pas à parler de certaines choses juste parce qu'ils aiment bien ou parce qu'ils ont envie d'en parler. Il y a un intérêt à parler de certaines choses. Si tu arrives à rester concentré pendant le cours, cela t'évitera entre autres de perdre du temps le soir en rentrant chez toi ou durant toutes les séances de révision, à essayer d'apprendre ce que tu auras déjà vu en cours. En tant qu'étudiant, j'ai connu certains de mes camarades qui me disaient ne pas travailler chez eux. Je les croyais qu'à moitié, mais en fin de compte, c'était des personnes avec qui je ne parlais jamais en cours, des personnes qui étaient attentives, des personnes qui étaient en cours uniquement là pour écouter le professeur, uniquement là pour essayer de comprendre les choses. Alors que certains bavardaient, eux écoutaient. En fin de compte, ces personnes-là avaient tout compris,
80% de leur présence en cours leur était bénéfique. On va dire qu'à peu près 40% du temps d'un élève qui bavarde lui est bénéfique et encore. Donc ces personnes-là, elles avaient fait quasiment tout le travail en fin de compte pour apprendre les choses, elles avaient écouté et elles avaient été attentives. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, l'attention, c'est aussi l'entraînement. Pendant une séance de TD, il va falloir rester attentif et il va falloir s'entraîner pour être capable de mettre en place ta capacité à comprendre un énoncé afin de ne pas être pris au dépourvu le jour de l'examen. On revient toujours sur l'entraînement. Entraînement, puis le jour J, il va y avoir l'examen, le partiel et tout ça. Ces séances de TD vont être là pour te permettre de t'entraîner sur des exercices types. Des exercices qu'on va pouvoir retrouver le jour du partiel ou de l'examen. Mais aussi pour comprendre quels sont les raisonnements que l'on va devoir mettre en place pour répondre à tel ou tel type de problème. Le professeur n'a pas la science infuse, et ceux qui réussissent non plus. Le fait de s'entraîner permet aussi d'acquérir et de développer un raisonnement et de voir comment est-ce que l'on va pouvoir s'approprier un exercice et mieux comprendre les différents types d'exercices qui nous sont proposés. Deuxième point, bien tenir ses cours. Tes cours doivent être propres et bien présentés. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à en faire plus. Utiliser des couleurs, souligner les titres, encadrer les notions importantes. On n'est plus au collège où on vérifiait que le cahier était bien tenu et qu'il était tout propre. Libre à vous de faire des petites annotations dans la marge, de présenter les choses à votre façon. Alors bien évidemment, il ne faut pas essayer de faire ceci pendant le cours, excepté les annotations. En règle générale, on serait très vite débordé par rapport à ça et on n'arriverait plus à suivre ce que dit le professeur. Le mieux, c'est encore de le faire après le cours, à la fin du cours. Et enfin, afin d'optimiser ton temps de travail, sache qu'il est judicieux de faire ceci lors de la relecture de tes cours, donc après que le cours ait eu lieu. Donc, troisième point, comprendre le cours. Donc ça, encore une fois, c'est du travail qui a lieu après les séances de cours, donc le soir, en rentrant chez toi. Il faut prendre le temps de relire le cours et d'essayer de comprendre chacun des concepts utilisés. Et surtout de comprendre pourquoi, je reviens là-dessus, on a utilisé telle notion plutôt qu'une autre. C'est quelque chose qui est très important d'essayer de comprendre le pourquoi du comment dans un cours. Tout est lié dans un cours. Et une fois qu'on a compris le cours, qu'on a compris point de départ, point d'arrivée, il y avait un élément intermédiaire, ce qui va être important, alors ça ne va pas être le cas dans toutes les matières, mais dans une majorité, ça va être d'apprendre son cours. Alors je dis apprendre dans le sens apprendre par cœur. Certaines matières seront peut-être plus intuitives. Donc il va falloir prendre le temps d'apprendre son cours. Après avoir compris son cours, il est important de l'apprendre pour être capable de réutiliser les différents outils qui auront été énoncés dans ce cours. En fin de compte, il y a certaines choses qu'on est obligé d'apprendre. On est obligé d'apprendre des théorèmes, on est obligé d'apprendre des dates, on est obligé d'apprendre des définitions par cœur. Des réflexions, des raisonnements, c'est différent. Et il faut y consacrer un certain temps si on veut être serein le jour de l'examen. Ça, c'est des choses primordiales parce qu'à tout examen, on pourra vous demander de redonner des choses comme ça, de façon apprise par cœur. Redonner ces choses, c'est très important d'être capable de donner des définitions propres, mais qui ont été apprises par cœur. Donc, cinquième point dont on a parlé tout à l'heure, l'entraînement. Donc il faut passer du temps à faire et refaire des exercices plus ou moins complexes afin d'acquérir des automatismes face à des énoncés. Et là encore une fois, les automatismes, ils sont plutôt intéressants. C'est plutôt intéressant de s'accaparer ces automatismes le jour des examens. Il est important de savoir comprendre un énoncé, mais il est aussi important de savoir comment réagir face à un énoncé. Savoir quoi faire, quoi utiliser,
et comment l'utiliser. Vous avez à votre disposition un cours que vous avez appris des choses, vous savez faire des choses. Maintenant, ce qui serait bien, ça serait de les mettre en application et de savoir quoi en faire le jour de l'examen. Le problème, en fait, c'est qu'il y a combien d'étudiants qui se sentent, en général, désemparés face à un exercice le jour d'un partiel, alors qu'ils ont appris leur cours par cœur. L'entraînement est primordial. Ici, l'entraînement est primordial. On va passer au 6e point qui a lieu en cours ou en séance de TD. Donc, poser ces questions. Prendre le temps de poser une question. En règle générale, pas de problème, tu ne seras pas le seul à te poser la question, mais tu seras sûrement le seul à oser poser la question. Il est très difficile de pouvoir suivre une explication si le début n'est pas clair. Il ne faut surtout pas avoir peur de poser des questions. En fin de compte, poser des questions, on pourrait avoir l'impression que ça va embêter le professeur, que ça va embêter ses camarades, mais pour soi, ça va permettre de rester concentré et d'assimiler les concepts plus rapidement. On comprend le début, on nous explique quelque chose, je comprendrai la fin. Si je n'ai pas compris le début, j'aurai peu de chances de comprendre là où on veut m'amener, là où le professeur veut aller. Lui, il le sait, et moi, j'aimerais bien le suivre. 7e point, s'entraîner autrement. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des exercices autres que ceux de TD, ceux qui ont été faits avec tes professeurs. Et même demander à tes professeurs une correction de ces exercices. Même si ce ne sont pas des exercices que ton professeur t'aura donnés, il n'y a aucun problème, le professeur sera capable et n'aura aucune difficulté, et ça ne le dérangera pas du tout de corriger ces exercices. En fin de compte, plus l'on va avoir d'exercices en tête, plus on va avoir de méthodes de résolution en tête, plus on va se donner des chances de réussir face à un exercice lors d'un examen. Le professeur est là pour t'aider. Ça ne lui posera aucun problème, bien au contraire. En tant qu'étudiant, on a l'impression d'embêter le professeur en général en lui posant une question à la fin de l'heure. Mais maintenant que je suis prof, je peux vous assurer que voir un élève venir vous poser une question à la fin d'une heure de cours, ça vous montre déjà que c'est un élève qui est intéressé. C'est un élève qui a vu que le cours était intéressant pour lui en tout cas, et il veut comprendre ou approfondir les choses. Il veut approfondir une notion particulière, quelque chose qu'il n'a pas compris. Et en fait, il y a une chose très importante que vous ne devez pas oublier, c'est que vous êtes là pour vous, mais le professeur aussi, il a une raison d'être là. Si le professeur il est là, c'est pour transmettre un savoir. Donc, le fait de lui poser des questions, ça ne le dérangera pas. Bien au contraire, c'est le but en fait. Il vient ici pour vous transmettre des informations. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions. On va passer au point numéro 8. Le travail en groupe. Donc c'est intéressant de travailler seul, ça apporte des choses, c'est bénéfique. Mais travailler en groupe, c'est aussi très intéressant. Donc c'est bien de trouver un moment dans la semaine pour aller à la bibliothèque, à 2, 3, 4, 5 personnes, afin de s'entraîner sur des exercices un petit peu plus difficiles que d'habitude. Et en fait, le travail en groupe, ça va permettre d'avoir un regard différent sur un exercice qui vous permettra en général d'avancer beaucoup plus vite. En fait, l'avantage quand on travaille en groupe, c'est qu'il va permettre en fait, à chacun d'exposer ses petites difficultés et tous ses problèmes. Et en fait, ça va permettre d'en parler avec vos camarades et de résoudre ces problèmes. En règle générale, si vous êtes trois étudiants dans un cours, qui a une introduction, un développement et une conclusion dans le cours du professeur, mais il n'est pas impossible que vous ayez bien compris l'introduction, mais que vous n'ayez pas compris la partie développement, et que ça soit en fait l'inverse du côté de votre camarade qui lui aura très bien compris, alors l'endroit où vous n'avez pas compris, vous pourrez vous expliquer les choses et ainsi avancer beaucoup plus rapidement. Si par exemple vous n'avez pas le temps d'aller voir votre professeur à la fin de l'heure pour lui poser des questions. Le travail en groupe est très bénéfique. On va passer à la partie numéro 9. Mettre en place des fiches. Alors ça, on le voit depuis le lycée. Donc il faut prendre le temps de faire des fiches de synthèse. Donc en fait, ça aura un double avantage de faire les fiches de synthèse. Alors déjà, ça va permettre de synthétiser tes cours et de n'en garder que le plus important.
Donc déjà, ça c'est un travail d'arriver à voir ce qui est important dans un cours de ce qui ne l'est moins. Ce qui l'est moins. Mais cela va aussi permettre, le jour des révisions, de gagner un temps précieux, car en fin de compte, on n'aura pas à retourner dans ces cours pour rechercher les notions les plus importantes. Donc, faire des fiches, je ne peux que vous le conseiller, ça n'a que des avantages. N'ayez pas l'impression que faire des fiches, c'est perdre du temps. Faire des fiches, c'est un investissement dans le temps, et vous gagnerez du temps pour votre partiel, pour vos examens. Et donc on arrive au 10e et dernier point. Donc lire et apprendre à apprendre. Donc par rapport à cette partie, donc, je vous propose de venir découvrir donc, le premier blog destiné aux étudiants qui veulent réussir leurs études. Il s'agit du site www.réussirenlicence.com. Donc sur ce blog, tu trouveras des conseils, des astuces, mais aussi des méthodes de travail pour être plus efficace à l'université. Donc j'ai voulu créer ce blog afin d'aider tous les étudiants qui ont besoin de conseils pour réussir. J'ai créé ce blog alors que j'étais étudiant en L3. Et personnellement, j'aurais vraiment voulu connaître un blog comme celui-ci lorsque j'ai commencé mes études, parce que bien souvent, et malheureusement à l'université, on nous apprend des choses théoriques dans certaines matières, mais malheureusement, on ne nous apprend pas à apprendre. Il n'y a pas un mode d'emploi de l'étudiant, et en fin de compte, être étudiant, c'est un métier à part entière, et il manque une petite formation en fait pour devenir étudiant, pour apprendre à apprendre, tout simplement. Donc, par exemple, j'ai listé quelques sujets que j'aborde sur le blog, comme par exemple comment travailler sa mémoire, la gestion du stress, s'organiser pour ses révisions, savoir comment s'organiser, les choses utiles à savoir à l'entrée à l'université, des méthodes de travail efficaces, la gestion du temps, et bien plus encore, vous trouverez d'autres articles sur mon blog. Donc je répète l'adresse www.réussirenlicence.com. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je suppose qu'il y a des questions. Je vois peut-être que vous avez des questions un petit peu à poser ou des choses à apporter en complément. Je voudrais savoir, pour la prise des notes, quelquefois, c'est nécessaire de prendre des notes dans les cours, mais moi, personnellement, quand je prends des notes, je n'arrive pas à apprendre tout ce que le professeur dit. Et donc, je voudrais savoir si vous avez une proposition parce que moi j'ai décidé de ne plus prendre des notes. D'accord. Mais à la fin, moi je comprends bien comme ça, complètement tout ce qu'il a dit, c'est qu'on s'entraînait au cours. Mais après, quelques temps, j'oublie les points importants. Et tout le monde ne sont pas vraiment très intéressés à donner leurs notes. D'accord. Donc la première solution en effet c'est de travailler donc, en binôme, de travailler avec une autre personne qui pourrait prendre le cours en même temps et vous échanger les cours. Et je pense que la deuxième solution qui pourrait être plus adaptée, c'est de travailler avec un dictaphone. Il y a certains cours où on peut voir le professeur qui donne son cours, où en début d'heure on vient déposer son dictaphone, et comme ça on pourrait écouter le cours en fin de compte et on a le temps de le recopier chez soi. Ça peut être une solution. Le dictaphone, ou alors travailler avec ses camarades. Enregistrer le cours sur un petit appareil, et comme ça au moins on peut le réécouter après, on a le temps de recopier chez soi le cours correctement. Ok. D'autres questions? Ouais. Oui. Tu as parlé des je termine tout de suite. Oui, bien sûr. Donc, des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Et le court terme, pour toi, c'était à l'échelle du semestre. Oui. Est-ce que tu ne penses pas que certains étudiants ont besoin de buts encore à plus court terme? Si, tout à fait. En fait, c'est que je voulais me baser en fait sur le diplôme, sur la licence en fait. Et mon court terme, c'était mon semestre. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a des étudiants qui vont avoir besoin
Par exemple, en fait, je le disais aussi un petit peu, il va y avoir le fait d'obtenir des bonnes notes, par exemple, le jour des partiels, des choses comme ça. Mais je suis d'accord qu'il y a aussi des objectifs à très court terme sur, déjà ne serait-ce qu'arriver à changer sa façon de travailler, à essayer d'appliquer des conseils qu'on nous donne, des choses comme ça. Donc oui, je suis d'accord. Il y a encore plus court que le semestre. Et sur ton parcours personnel, oui. Tu nous as donné en gros les grandes dates, mais ton projet à toi, etc., est-ce que ça s'est développé déjà en lycée ou quand tu retraces un peu ton histoire par rapport à ce que tu dis, là, les 5-6 questions que tu as mis au début, on sait très bien beaucoup d'étudiants ne répondent pas à ces questions parce qu'ils sont encore en questionnement. Oui. Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi personnellement, quand j'étais en fait au lycée, j'étais intimement convaincu que je voulais faire des études d'informatique. Et donc je m'étais fixé en fait cet objectif, c'était aller faire un DUT d'informatique. Et en fait, les choses ont fait que j'ai déménagé donc en Polynésie française, j'ai suivi mes parents, j'ai intégré donc une licence de mathématiques informatiques. Et en fait, l'informatique trop théorique m'a un petit peu déçu en fin de compte. J'ai pris un goût en fait pour les mathématiques. J'ai commencé à donner des cours de soutien en première année. Et j'ai vraiment découvert en fait cette envie de transmettre, cette envie d'apprendre en fait les mathématiques à des élèves. Et c'est à la fin de ma première année en fait que j'ai bifurqué de là. On va dire, j'avais pris spécialité informatique et en deuxième année j'ai pris spécialité mathématiques. Et c'est là que j'ai vraiment vu que je voulais me destiner en fait à des études d'enseignement des mathématiques. Donc oui, c'est vrai que c'est des questions auxquelles les étudiants ne répondent pas souvent, mais je pense que c'est des questions déjà qu'il faut se poser. Je pense que déjà il faut arriver à se poser la question déjà. Dans sa manière de travailler, est-ce qu'il n'y a pas aussi une latitude qui est apportée par le style d'enseignement du prof? Parce qu'il peut y avoir des profs qui procèdent, je sais pas, de manière différente, qui veulent certaines choses. Comment est-ce qu'on s'adapte un petit peu? Comment est-ce qu'on peut... Il peut y avoir des styles différents, enfin, entre... Oui, il peut y avoir différentes façons de faire, façons de voir les choses. Je pense qu'il y a un fond commun. Après, c'est vrai qu'il va falloir que l'étudiant, l'étudiant doit s'adapter en fin de compte aux différentes demandes des professeurs. Maintenant, encore une fois, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'existe peut-être pas trop à l'université et qui est un petit peu dommage, c'est peut-être cette proximité avec les profs et les échanges qu'il pourrait y avoir avec les professeurs. Parce que bien souvent, moi, j'ai pu faire cette mauvaise expérience. Qu'est-ce qu'il veut le professeur? Qu'est-ce qu'il attend de moi concrètement, le professeur? Et c'est vrai que ça, c'est des choses, quand on est en cours, il fait son cours, mais en fin de compte, je ne sais pas vraiment ce qu'il attend de moi. Et c'est vrai que peut-être, par rapport à ça, pour répondre, je pense que ça serait une proximité avec les enseignants. Arriver à être plus proche des enseignants, discuter avec eux et voir ce qu'ils attendent réellement de nous, en fin de compte. Et donc ça se passerait comment concrètement, cette proximité? J'en ai aucune idée. Ça pourrait être par exemple des séances en petits groupes où on pourrait s'interroger sur... pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur pourquoi est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que moi j'ai à vous apporter, qu'est-ce que je recherche en fin de compte en vous proposant un cours sur telle ou telle notion, et vous, qu'est-ce que vous avez en retour? C'est vrai que c'est intéressant aussi que le professeur ait quelquefois un retour de ses étudiants pour savoir comment s'est passé le cours, toutes ces choses-là, je pense que c'est important aussi. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être pas assez d'échanges entre les étudiants et les professeurs par rapport à ça, pour répondre à votre question. Et pourquoi il n'y a pas... Pourquoi ça se fait pas à l'université, ces cours de méthodologie, apprendre à apprendre? Pourquoi ça se fait pas? Pourquoi, à votre avis? Parce que moi, je me suis posé la question aussi de... Ah oui, ça devrait être... Puis pas qu'à l'université, en fait, c'est vrai. Qu'est-ce qui... Bon, maintenant que vous êtes de l'autre côté de la barrière, prof de maths, tout ça, qu'est-ce qui coince? Pourquoi est-ce que ça se fait pas? Ou se fait pas assez? Ou alors ça se fait, mais personne ne le voit, s'en rend compte, je sais pas. Parce qu'on s'imagine qu'un étudiant qui va arriver à l'université, il est là pour étudier, point. Le professeur, il est de l'autre côté du bureau, il a des règles à respecter, il a un programme à respecter, il a un temps qui lui est imparti. Et c'est peut-être pas au professeur, en fin de compte, de faire ce travail-là, mais ça serait peut-être plus justement à une équipe, ou alors à même
spécialiste de l'éducation, je sais qu'il y a des masters qui existent sur la science de l'éducation, il y a plein de choses qui existent sur la didactique et tout ça, et ça pourrait être peut-être des choses qu'on pourrait non pas enseigner, pas faire un cours théorique de didactique, mais enseigner le comment apprendre dès la première année. Ça pourrait être des choses qui pourraient être intéressantes à mettre en place. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas? J'en ai strictement aucune idée, malheureusement. Oui. Juste un essai pour répondre un peu à la question. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça se faisait effectivement, enfin à l'UJF, à la rentrée, il y avait des cours de méthodologie avec Evelyne Janot, je ne sais pas si... Non. Donc voilà, il y avait ça se reposait effectivement sur la bonne volonté des intervenants. Ce ne sont pas des enseignants, sauf exception. Moi j'ai connu deux enseignants de chimie qui étaient très impliqués là-dedans parce qu'ils voyaient l'intérêt qui pouvait en ressortir. Après les étudiants étaient beaucoup plus attentifs, beaucoup plus participatifs et tout. Mais il y a beaucoup d'enseignants à l'université qui sont là pour enseigner leur discipline, voilà. Qui ne sont pas là pour faire du tutorat, pour aider l'étudiant à prendre des notes, voilà. Ça, c'est censé être acquis. Voilà. Mais c'est vrai que ça a existé. Mais ces bonnes personnes, enfin ces personnes volontaires, bénévoles, quand elles sont parties, n'ont pas forcément été remplacées. Et puis voilà, petit à petit... Bon, il faut noter quand même que dans le cadre du plan réussite en licence, il y a du tutorat à l'université. Oui, il y a du tutorat. Et dans le cadre du tutorat, soit par des étudiants avancés, licence master, soit par des profs, il y a quand même un échange important possible entre l'étudiant et l'enseignant. Et dans le cadre du plan réussite en licence, chaque équipe pédagogique d'enseignants reçoit les étudiants individuellement s'ils le souhaitent. Ils ont des permanences, ils font des... Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut s'interroger pourquoi les étudiants ne s'emparent pas non plus de ces dispositifs qui sont mis à leur disposition. C'est ça. C'est des dispositifs mis à disposition, et on en parlait tout à l'heure, le problème de l'obligation et de on vous propose quelque chose. Voilà. Donc, c'est pas que la faute des enseignants ou que la faute des étudiants, mais il y a une chose qui ne prend pas forcément. Quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres... Dans les points que tu mentionnes dans ton blog, est-ce que finalement c'est des difficultés que toi tu as identifiées? Est-ce que tu t'es basé sur de la littérature là-dessus? Est-ce que j'ai pas envie de parler de solutions, mais les pistes que tu proposes, des pistes que toi tu as expérimentées, ou est-ce que tu t'es basé sur la littérature sur cette question? De tout. Il y a de tout. Je me suis basé sur des faits réels, des choses que j'ai rencontrées de certains de mes camarades en promo, de choses que moi j'ai vécues et que j'ai ressenties, et que en essayant et en expérimentant certaines solutions, elles ont marché. Et de tout. Je lis beaucoup en fait sur des choses comme ça, sur l'éducation, sur la mémoire, sur des choses comme ça. Et j'essaye d'apporter, alors c'est pas des solutions, c'est des pistes de solutions. Et c'est beaucoup de mon expérience en tout cas. Pour répondre à la question, c'est beaucoup de mon expérience. Et tu peux nous donner juste sur le point choses utiles à savoir à l'université, quelques idées là, de quoi où tu parles dans ton blog? Les choses utiles à savoir à l'université, en gros c'est des choses simples, c'est des choses utiles et concrètes, connaître tous les acronymes par exemple, les petits acronymes qu'on rencontre quand on arrive à l'université, savoir que quand on est à la bibliothèque on peut faire telle ou telle chose, qu'on a accès à tel ou tel document, qu'on a des ressources qui sont accessibles, qu'on a... En fait, l'idée sur laquelle je me base, c'est quelle est la différence entre le lycée et l'université. Voilà, toutes ces choses-là. C'est des choses concrètes, par exemple, que quand on arrive à l'université, on peut faire des demandes de bourse, par exemple. Donc je parle un petit peu du Crous, des choses comme ça, des choses en fait des petits plus, en fait, des petits guides en fait utiles pour l'étudiant qui arrive à l'université. En fin de compte. Donc ça s'adresse un petit peu à l'étudiant de terminale qui va entrer à l'université. Pour ces articles-là, en effet, ça sera plus axé sur l'étudiant, fin de terminale, début de première année. Tout à fait.